Salut Mathieu, bienvenue dans Je crois en toi. Je suis très heureux de t'avoir avec moi, avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'accueil, Jean-François. Salut également, salut à celles et ceux qui nous écoutent. Et ravi, excité de passer ce moment avec toi. Bon, t'es notre parrain, hein. T'es notre parrain sur ce nouveau format. Auparavant, Je crois en toi, c'était un podcast où j'étais seul à bord, où j'élaborais différents concepts, etc. Et j'ai eu envie pour cette rentrée de septembre d'aller vers quelque chose où on va tisser plus de liens avec des personnes qui sont importantes pour moi en termes de présence sur les réseaux, mais pas que. Et ça fait un petit moment qu'on échange sur LinkedIn. Et je voulais commencer justement par démontrer quelle est la puissance de ce réseau. On se rend pas forcément compte quand on utilise LinkedIn, mais je trouve que notre manière de se connecter, justement, c'est un bon exemple de ça. Moi, je t'ai découvert par le biais d'Augustin Tonnel, qui est expert en cold call. Et c'était, je pense, un printemps, il y a 2 ans. Il me dit, écoute, il faut que tu suives un podcast qui s'appelle Work Exploration. Je me rappelle très bien de l'épisode en question. Il y avait Mélissa Osmani et Oui, c'était Juliette Cadeau. Je crois Juliette que Cadeau. c'était un feat. Le, le binôme, parce qu'elles forment un binôme toutes les deux sur plusieurs de leurs activités. Et effectivement, c'était un épisode en trio. C'est assez rare, mais c'était très cool. Donc tu vois, c'est vraiment moi comme ça que je t'ai connu. Et puis au fur et à mesure du temps, en fait, je suis venu voir ce que tu faisais sur LinkedIn. Ça m'a beaucoup aidé en matière de marque personnelle. Puis j'ai vu arriver bonne réputation. Et de fil en aiguille, on a commencé à commenter, à liker. Et puis un jour, entre guillemets, qui ne tente rien à rien, je t'envoie mon profil. Si tu peux aller jeter un œil. Et si tu peux me donner ton avis sur mon profil. Et en fait, j'ai halluciné. J'ai halluciné parce qu'un jour, j'ai vu arriver une vidéo Loom dans ma boîte de réception sur LinkedIn avec ta tête dans la bulle et mon profil. Vraiment, c'était un très très beau cadeau que tu m'avais fait parce que tu as parcouru mon profil et tu m'as donné plein de clés en me disant ça c'est top, ça c'est pas terrible, etc. Et franchement, encore aujourd'hui, je crois que c'est un des éléments qui m'a permis de passer des étapes hyper importantes. Donc, je voulais commencer par introduire vraiment notre podcast et la manière dont on se connaît comme ça, parce que je trouve que c'est plein de générosité. Et ça m'intrigue aussi cette manière de faire. Est-ce que tu te rappelles, toi, de ce moment-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement? Ouais, déjà merci, pour la petite présentation et de rappeler ça. Plusieurs choses. Déjà, ça met quand même pas mal la pression d'être le parrain de l'émission, hein, dernièrement. Donc là, la pression est montée d'un cran pour moi. Là, je suis ok. Faut que je sois bon. Deuxième chose, merci à Augustin Tonnel s'il nous écoute. C'est marrant parce que je lui parlais juste avant notre conversation là. Et bien sûr que je me souviens cette histoire de profil LinkedIn et je suis ravi que ça t'ait aidé. Mais ce dont je me souviens aussi, c'est que tu m'as envoyé avant ça tu m'as pas tout de suite demandé quelque chose. Tu m'as envoyé avant ça plusieurs fois des messages très sympas sur mes épisodes de podcast. Sans rien demander en retour, des débriefs, peut-être sur l'épisode de Mélissa et Juliette, mais aussi sur d'autres, ça je le sais. Et en tant que personne qui passe du temps à créer du contenu, à la fois sur LinkedIn, mais notamment en podcast, y a rien de plus fort et de plus gratifiant que d'avoir des personnes comme toi qui prennent le temps de faire des retours. Parce que ça veut dire tiens, ça a été écouté, tiens, ça a plu, tiens, ça a pu aider une personne. Et moi, à partir du moment où j'ai passé du temps à faire du contenu, s'il aide une personne, c'est bon, le pari est gagné. Et donc voilà, merci pour ça. Et je tiens aussi à rappeler ça. Je sais pas si tu t'en souviens, mais moi je m'en souviens. En tout cas, je me souviens même plus de ça, que tu es pas venu m'aborder et me demander un service immédiatement. Tu m'as d'abord, je pense, envoyé de la force au moins 4 ou 5 fois. Et voilà, on démarre par un principe, un biais psychologique, un biais cognitif, mais qui est même un des fondamentaux de la psychologie humaine, qui est le biais de réciprocité. Et je pense que notre rencontre, elle part de là, c'est qu'il y a de la réciprocité. Tu m'as donné largement autant que ce que j'ai pu te donner.
voire plus. Tout ça pour se dire quoi? Se dire que dans l'épisode qu'on va vivre ensemble aujourd'hui dans Je crois en toi, j'ai vraiment envie d'aller chercher ce qui est fondamental en termes de valeur, en termes de vision. Parce qu'on te connaît finalement à ma place, là, aujourd'hui, c'est quand tu interviews et tu parles de personal branding. Et on a souvent tendance à parler de personal branding sous un aspect, je trouve, un peu technique. Et moi, j'ai envie de me dire finalement, Mathieu, quand il se met à bosser avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il va chercher? Comment il va gratter? Ça, c'est une question qui m'intrigue vraiment. Comment est-ce que tu procèdes, par exemple, quand tu démarres une collaboration? C'est une très bonne question qui peut mener à ouvrir beaucoup de tiroirs. Donc, n'hésite pas à me couper dans mes réponses. La manière dont je commence dans mes accompagnements, dans le personal branding avec une personne, c'est déjà la comprendre elle. Je commence pas du tout en parlant de personal branding. Je vais commencer par essayer de connaître la personne, c'est-à-dire, souvent ils viennent me voir quand même dans un contexte business, donc comprendre son activité, comprendre ses objectifs, comprendre sa personnalité, c'est-à-dire ses valeurs, comprendre. On remonte un peu l'échelle de deals. Je sais pas si si tu connais, c'est une pyramide là, et on remonte petit à petit. Voilà son activité, son environnement, son comment, et ensuite on remonte en fait à des choses quasi spirituelles sur sa mission, sa vision du monde, donc ses valeurs, et à partir de là, on va pouvoir redescendre sur une fois que j'ai compris ça, en fait, je peux travailler des choses très concrètes, mais ça va être le positionnement. Et donc le positionnement, par exemple, tu parlais de LinkedIn tout à l'heure, ça se concrétise par un super profil LinkedIn où de manière très claire, la personne exprime sa proposition de valeur, pour qui, quoi, en combien de temps, mais elle l'exprime à sa manière, parce que ça va être teinté de toute sa mission et de sa vision du monde, de son combat, de ce qu'on veut. Une fois qu'elle est bien positionnée, ça c'est très très important, parce que sinon, en personal branding, c'est ni plus ni moins que de la communication. Et donc, se mettre tout de suite à communiquer pour ramener du monde, c'est un peu le but. On va communiquer pour se faire connaître. Et il y a des gens qui vont venir, par exemple, visiter un profil. Si on communique sans s'être bien positionné, sans s'être aligné avec soi-même, c'est un peu faire beaucoup d'efforts pour envoyer des gens dans un panier percé. Non. Là, on démarre vraiment par la personne et son positionnement. Et ça se concrétise, par exemple, sur une page de profil LinkedIn, si on bosse sur LinkedIn. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, faut prendre la parole pour se faire connaître, potentiellement connecter avec des gens d'un point de vue du business, oui, mais aussi d'un point de vue des valeurs. Et donc, qu'est-ce qu'on va raconter à qui? Et là, on va mettre en place une stratégie éditoriale, toujours grâce au premier travail qu'on a fait ensemble. Et ensuite, on exécute, c'est-à-dire qu'on va produire et distribuer du contenu. Et c'est de laisser erreur à haute fréquence, c'est-à-dire qu'on voit ce qui marche pas, ce qui marche par rapport à la personne. Je me sens pas trop dans mes baskets quand je dis ça. Ce qui marche bien par rapport aux autres. Enfin voilà. Et on arrive à trouver quelque chose d'intéressant comme ça. Moi, je vais très très vite. Je démarre par connaître bien la personne, et ensuite je vais très très rapidement dans le concret. Mais ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas de recette personal branding. Il y a des méthodes, mais il n'y a pas de recette qui s'applique à toutes les personnes. Il n'y a pas une manière de faire qui peut être piquée à quelqu'un et qui va être reproduit, parce que on parle de soi, on parle d'un prolongement de soi. Donc voilà, je veux pas ouvrir trop de tiroirs là. Déjà, tu me dis s'il y a des choses je peux en ouvrir d'autres, mais j'aimerais en ouvrir un autre. Ouais. On parle de la vision de tes clients. On voit bien comment tu fonctionnes avec tes clients sur cette manière de se dire que le pourquoi, le why va nous mener à d'autres choses. Et tu parles de spirituel, voire de transpersonnel, et je trouve que c'est très intéressant. Et j'aimerais qu'on parle de la tienne, de ta vision, parce que quand on regarde un peu dans le rétro, tu as été directeur e-commerce chez LVMH, CMO chez Iconoclast, et aujourd'hui, tu es entrepreneur avec InProgress. J'ai même fait 2-3 trucs encore avant, mais dans des grosses boîtes toujours, et donc ouais. Non, c'est bon. Là, là, tu as parlé des 6 ou 7 dernières années. C'est quoi qui a motivé, finalement, je dirais, ton virage? Déjà, comme on peut le souligner, j'ai été dans des gros groupes, Unilever, LVMH, puis j'ai fait un premier virage vers la start-up. En réalité, avant, je bossais vraiment dans le e-commerce. J'ai fait un virage vers la start-up où, en fait, ça
je suis devenu directeur marketing et j'ai appliqué ce que je savais, mais j'ai dû un peu me réinventer une première fois. Ça, c'était chez Iconoclast. Et en plus, j'étais associé, donc j'ai levé des fonds. Enfin bref, appel à plein d'autres compétences en réalité. Et ensuite, j'ai fait un nouveau virage vers l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat en tant qu'indépendant. Voilà, je suis solo. Donc je suis pas entrepreneur, start-up, boîte. C'est encore un nouveau virage. Je suis solo et c'est super, mais il y a aussi plein de nouveaux trucs à apprendre sur soi. Et donc ouais, je pivote un peu à chaque fois. Et donc on peut voir que j'ai un parcours pro pas du tout efficace, dans le sens où c'est pas du tout un chemin rectiligne avec une ascension vertigineuse vers les sommets de grosses boîtes. C'est plutôt une suite de pas de côté qui fait que j'aime bien me mettre dans le dur et repartir souvent à zéro. Ça, je pense que c'est un truc chez moi déjà, au-delà de ce que je fais vraiment. J'aime bien me remettre un peu en difficulté parce que la réalité, c'est qu'au bout d'un moment, je m'emmerde un peu. Donc il y a un truc chez moi comme ça, mais bien réutiliser ce que je sais faire, mais dans un nouvel environnement. Ensuite, bah voilà, du coup, j'ai bien baroudé et ça fait 2 ans là que je suis coach en personal branding la journée, j'aime bien dire ça, et podcasteur la nuit avec bonne réputation. Et si je prends quand même un fil rouge ça va faire plus de 10 ans que je bosse, c'est que j'adore créer des relations et du contenu. Et donc ça fait plus de 10 ans que je fais du growth, du marketing, de la vente, ça tourne quand même autour de ça. Et ça me permet de créer à la fois du contenu et des relations. Donc ça, c'est super. Après, pourquoi j'ai transitionné et j'ai pivoté à chaque fois, c'est que 1, je commençais à m'emmerder, et 2, je m'y retrouvais pas au niveau du sens, au niveau du sens profond, quoi. Qui suis-je, où est-ce que je cours, à quoi je sers. Et au début, donc c'est vers 28 ans, là aujourd'hui j'ai 34 ans, vers 28 ans j'ai une première crise de sens parce que j'avais fait que des gros groupes. J'avais été chez Unilever, puis chez LVMH. Il se trouve que chez LVMH, je suis arrivé dans un contexte, c'était la maison Make Up For Ever où ça allait pas très bien, et donc j'ai pu assister et aussi faire partie, je pense, malgré moi, de beaucoup de violence en entreprise. Et là, en plus de commencer à me sentir un peu bloqué, je faisais du e-commerce, dans des métiers de e-commerce dans lesquels je me projetais pas à 10 ans, commençais à me dire, ok, là je fais partie des rouages d'une machine qui broie des humains, tu vois. Donc ça a été un peu l'électrochoc. Fait 1 an et demi dans cette maison Make Up Forever qui est très bien, hein, mais je suis arrivé vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment. Tout le monde se faisait virer, enfin c'était l'horreur. J'espère que ça va mieux d'ailleurs maintenant pour eux, ce qui m'a pas néanmoins pas empêché de me faire des très bonnes connaissances, des bons amis que je garde maintenant, hein, mais du coup, crise de sens à ce moment-là, je me dis mais tu sais pas où tu vas, donc je me démotive complètement, je me pose énormément de questions et je me dis mais attends, t'as 28 ans, t'es pas sur la bonne voie du tout, quoi. Et donc tu peux pas continuer à bosser au service de trucs qui ont aucun sens pour toi. Et donc je me suis posé plein de questions, j'ai demandé de l'aide aussi, j'ai vu une psy, j'ai fait un programme qui se lançait à l'époque à Paris, qui est maintenant bien rodé, je crois qu'il s'appelle Switch Collective, qui permettait de se poser beaucoup de questions pour transitionner, pour pivoter dans sa carrière professionnelle. Et en fait, je pense que ouais, c'est là que j'ai découvert que mes aspirations profondes, mon aspiration profonde, tu vois, c'était pas, par exemple, c'était pas la gloire, tu vois. Et pourtant, peut-être je poursuivais ça, tu vois. Moi, j'avais fait prépa, école de commerce, grosse boîte. Pendant un moment, je me disais, bah tiens, il faut que j'aille choper le plus gros poste possible, le plus gros salaire possible. Mais à un moment, je me suis dit, mais bon, ok, ça, c'est ce que j'associe plutôt à la gloire, tu vois. C'est super, tu poursuis en gros reconnaissance, argent, et c'est bien, mais est-ce que c'est la bonne quête? Et je me suis rendu compte que c'était une quête qui m'apportait aucun bonheur, et que pour moi, mon aspiration profonde, c'était plutôt la sérénité, tu vois. La sérénité dans le sens, c'est pas toujours plus, mais par contre, je peux avoir mieux. J'aspire plus finalement à être tranquille qu'avoir beaucoup de reconnaissance et beaucoup d'argent. Et en fait, c'est toujours possible de changer, enfin, en tout cas, de faire émerger des aspirations, de découvrir la vérité et de changer, tu vois. Et il y a une phrase de Mathieu Ricard, le moine, là, le moine bouddhiste qui m'avait pas mal parlé à l'époque, qui me parle toujours. Il disait, en fait, chaque jour, nous nous trouvons à la croisée des chemins, qui sont également le nouveau point de départ d'un futur imprévisible dont nous pouvons être l'architecte inspiré. Et c'est génial, c'est se dire vraiment que chaque jour, c'est jamais trop tard, quoi. Chaque jour, même si tu as l'impression d'avoir mis des années dans une mauvaise voie, en fait, chaque jour, tu peux te dire, attends, là, je dévie légèrement ma trajectoire et hop, je vais sur une autre voie, sur un autre futur qui est plus inspirant pour moi. Et donc, non, voilà, grosse boîte, j'étais paumé, je me suis dit, non, pars dans un truc un peu plus fun, un peu plus rock'n'roll, mets-toi en danger, t'as encore le temps, et donc je suis allé vers la startup, vers Iconoclast.
Et ensuite, Iconoclast, c'était quand même pas ma boîte. Et je bossais énormément, etc. Et je me suis dit, non, mais en fait, là, j'avais l'impression d'être le hamster dans la roue, quoi. De faire que bosser, que bosser, que bosser tout le temps. Enfin, même si c'était génial, il y avait plein d'autres trucs, j'ai appris plein de choses. C'était pareil, des valeurs et une dynamique de toujours plus qui m'allait pas. Et du coup, c'est très personnel, mais j'ai choisi de me mettre à mon compte. Et ce qui veut pas dire que j'ai tout solutionné, mais au moins, je suis un peu plus connecté à mes valeurs qui sont, on pourra rentrer dedans ensuite, mais qui sont, moi, en numéro un, c'est la liberté. Donc, indépendance, ça me va très bien. Mais c'est la liberté en mode indépendance, tu vois, en mode autodétermination de ce que je peux faire. La deuxième grande valeur qui m'anime, c'est la réussite, mais en mode accomplissement, pas en mode gloire, en mode ok, je suis content de ce que je fais, je suis accompli, ça me va. Et ensuite, moi, j'ai besoin de stimulation, d'hédonisme, de connexion. Et donc ça, c'est pas parfait avec ce que je fais, mais je peux quand même établir tu vois, là, on fait un podcast, c'est du temps long, c'est un échange quali, tu vois. Et c'était pas possible ça dans ma vie d'avant. Dans la startup ou dans la boîte, tu fais tout est timé, tout est rapide. C'est très très dur de retrouver du temps long dans ma vie d'avant. Et là maintenant, c'est très très dur parce qu'il y a toujours beaucoup de taf et tout, et c'est très facile de se faire aspirer par les meetings et ça va très vite, etc. Sauf que comme j'organise mon temps comme je veux, je me suis mis à faire du podcast. Là, tu m'invites, c'est génial, et on crée du temps long dans cette vie de fou, tu vois. Et ça, c'est une de mes valeurs. Je sais pas comment on l'appelle, mais moi, je l'associe plutôt à. Pour moi, c'est une fête, ça, le temps long. Donc je l'associe à l'hédonisme, au fait de fêter, au fait de créer des connexions presque à un niveau sacré parfois. Tu vois, mon truc un peu, ce qui touche un peu à mon why, c'est allumer le feu sacré chez les gens, quoi. C'est créer des connexions qui soient assez fortes pour vivre des moments presque sacrés. Et ça, je peux le faire, même si j'aimerais le faire plus. Et j'ai quitté un monde où ça, c'est pas possible en fait. Où ça rentre pas dans le cadre d'une entreprise dont l'objectif est de faire plus de chiffres d'affaires et donc d'optimiser tout au maximum, et notamment le temps, au détriment de la gestion des émotions, de l'humain, voilà, du temps long notamment. Et attention, je me suis pris des moments très difficiles en pleine face. Hein. Là, c'est facile d'en parler a posteriori, mais dans les moments difficiles de désalignement fort, où je suis totalement paumé quand je suis chez le VMH, ou même à la fin d'Iconoclast où je me dis mais putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Là, c'est des moments où je suis dans le dur, je suis désaligné, je me sens faible du coup, je me sens pas en confiance, et donc je l'ai touché la crise. Franchement, parfois j'ai touché le fond, et c'est ça qui m'a permis aussi d'aller plus loin. Hein. J'ai pas, en tout cas, je prétends pas avoir évité les crises et avoir eu l'intelligence, en tout cas, de réagir avant. Souvent, je me prends le mur en pleine face, puis après, je vois. Et pareil, j'adore les punchlines, mais il y a une punchline de Bertrand Piccard, qui est un entrepreneur, explorateur, qui a écrit un super livre sur son tour du monde en ballon, en montgolfière. Et où en fait, dans une montgolfière, il utilise beaucoup l'image où dans une montgolfière, tu dois lâcher du lest pour changer d'altitude et changer de direction. Et donc, il invite à lâcher du lest, et surtout, il dit l'aventure est une crise qu'on accepte, la crise est une aventure qu'on refuse. Et donc, souvent, c'est à partir du moment où j'accepte la crise que l'aventure commence, tu vois. Mais il faut qu'il y ait la crise. Très important. J'ai un tatouage ici, d'ailleurs, qui est l'idéogramme, enfin le double idéogramme chinois pour la crise. Et en fait, en chinois, c'est intéressant. Et la crise, c'est pas juste un mot crise, c'est deux idéogrammes. Il y en a un qui représente vraiment la crise, l'aspect négatif de la truc, et un autre qui est un idéogramme d'ouverture, parce que dans une crise, il y a toujours une ouverture et une opportunité. Là où chez nous, c'est un peu que mauvais, là-bas, c'est forcément lié à une ouverture. Je trouve ça très sympa que tu l'aies directement sur la peau. C'est un bon moyen de se dire de temps en temps, ok, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je suis en train de traverser? C'est un beau pense-bête, hein. C'est mieux qu'un post-it sur l'ordinateur. Tu parlais de liberté. Figure-toi que t'es pas le premier à m'en parler te concernant. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai mené un peu mon enquête. Hein. J'ai un peu préparé le terrain avant qu'on se voit tous les deux. Et ce mot liberté revenait très souvent dans la bouche des interlocuteurs à qui j'ai pu demander parle-moi de Mathieu. Qui est Mathieu? Non, mais t'as parlé à qui du coup? C'est énorme. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Tu devineras, je pense, au fil des minutes pendant notre entretien. Là, je te vois en train de chercher, là.
Ouais, mais c'est trop cool, non? Je suis en train aussi de me dire que c'est super sympa. Je le reçois en tant que qu'invité, je reçois ça comme un cadeau. Enfin, de savoir que tu as pris soin de demander à des gens, de préparer en posant des questions à des gens sur moi, c'est super touchant et c'est une manière que. Enfin, je te piquerai peut-être cette manière de préparer un épisode. C'est top. Avec grand plaisir. Tu verras, c'est chouette aussi pour se mettre dans une bonne énergie. Ça met dans une chouette dynamique. Et tu vois, cette liberté, donc ça revient dans la bouche de tous les interlocuteurs que j'ai eus. D'après toi, pourquoi est-ce que c'est aussi prégnant dans le regard des autres, finalement, ce côté liberté comment tu l'incarnes, finalement? Je sais pas, je dois certainement les emmerder avec ça. Mais bah, par exemple, il y a une phrase que je matraque souvent à propos du personal branding. Donc au niveau pro, c'est prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir, pas sur les autres, hein, sur soi-même, sur son parcours. Donc là, il y a une notion de liberté. Bah, je pense qu'aussi il y a mes pas de côté. Les gens peut-être les voient aussi. Et donc ils se disent, bon, bah, lui, en fait, dès qu'il se sent enfermé, il change, il fait son poids de côté. Enfin, moi, il faut surtout pas que je me sente enfermé. Ça, c'est un truc que je dis aux proches, hein. Alors, je sais pas si ça se voit aussi aux autres qui sont moins proches. Après, pour ceux qui me connaissent en perso, ben, ils savent que dans la vie perso, donc pas du tout le Mathieu professionnel qui fait du marketing, personal branding. Je suis un gars de l'extérieur. J'adore l'extérieur. L'échec de ma vie, c'est de passer mes journées devant un écran, hein. Ça, c'est une énorme dissonance chez moi, mais c'est un échec chez moi pour le moment. Et voilà, ça prendra le temps qu'il faudra. Un jour, je passerai mes journées dehors, j'espère. Mais voilà, moi, je fais là, tu vois, demain, je fais un trail de 52 km dans le Vercors. Je vais passer 7, non, peut-être pas 7, même 8, j'espère 7, mais je pense que ce sera plutôt 8 heures dehors à courir dans la montagne. Et là, je suis dans mon élément, tu vois. Donc, je suis un homme d'extérieur. J'adore le sport, j'adore la nature. Et, et j'ai toujours détesté, ça c'est pareil, c'est les persos qui le savent, mais à l'école au début c'était compliqué, j'ai toujours détesté la contrainte jusqu'à que je l'accepte comme un paramètre qui peut être au service de la liberté, hein, d'ailleurs. Mais voilà, on peut parler beaucoup de ça, donc je pense que je le dis, et je pense que je l'incarne dans le sens où c'est pour moi un objectif en fait. Même, tu vois, tout à l'heure tu me posais les questions de comment je démarre avec mes clients. Mais en fait, la démarche et une des intentions sous-jacentes de bosser son personal branding, c'est pas juste de faire plus de thunes, c'est de prendre sa liberté. Ça, je pense que je leur dis, tu vois, je me rends même plus compte, mais c'est qu'en fait, le fait de prendre la parole, pour moi, ça rend plus libre, parce que du coup, tu vas te connecter avec des gens, bien sûr pour du business, mais surtout, tu vas te connecter avec des gens que tu connais pas au niveau des valeurs. Tu vas créer une audience avec ces gens-là. Et en fait, ta boîte peut se planter, ton audience et les gens avec qui tes connexions resteront. Et donc, les opportunités qui peuvent venir d'un réseau ou d'une audience, elles vont pas s'effacer avec un job ou une boîte qui se plante. Donc, pour moi, que tu sois salarié, entrepreneur, le fait de prendre la parole, développer son personal branding, presque on s'en fout. Juste de prendre la parole et de connecter avec ce qu'on appelle une audience, mais en fait, c'est avec des gens. Bah, ça rend plus libre parce que plus tu as du réseau, plus tu connais de monde, plus tu es libre de choisir ce que je disais au début, chaque jour on peut être l'architecte inspiré de son parcours, mais en fait pour moi, plus tu prends la parole, plus tu balances un peu d'hameçon et plus tu te connectes avec des gens, plus tu as le choix dans cette multitude de parcours que tu peux prendre chaque jour. Quelqu'un qui reste dans son sillon, qui parle pas aux gens, qui sort pas de sa tanière pour aller prendre le risque de délivrer son opinion et de délivrer son message, ben, pour moi, il a moins de liberté, il a moins d'opportunités. C'est super dommage. Là, on est sur un truc presque, après, anthropologique. Enfin, ce qui fait de nous des êtres humains, les Homo sapiens, c'est quand même la communication. C'est qu'on s'est mis à parler entre nous et à utiliser l'imaginaire, contrairement aux animaux qui se parlent, hein. Mais tu sais, les animaux, j'avais lu ça dans, je sais plus quel livre, mais la différence entre la communication animale, parce qu'ils ont des communications très développées, et la nôtre, c'est qu'eux, ils vont avoir une communication très présente. Genre, un singe va dire à un autre, il va avoir un cri particulier pour dire à un autre, attention, il y a un lion au bord de la rivière. Mais c'est maintenant. Nous, on peut raconter des fictions, on peut raconter des histoires, ce qui fait que quelqu'un qui a jamais vu un lion, il peut savoir que c'est dangereux avant même de l'avoir vu. On peut communiquer de manière beaucoup plus large. Et donc, c'est quelque chose qui nous rend humains. Et je pense profondément, du coup, que le fait de raconter son histoire, de la transmettre, de porter
le message, parce qu'on a tous des messages à porter, on a tous vécu des choses à partager, c'est quelque chose qui nous connecte profondément à notre humanité et donc aux autres et nous rend plus libres. J'arrête mon monologue. Ça me fait une belle transition. Quelqu'un que j'ai interrogé m'a dit « Mathieu, il essaye de faire de ce monde une better place to live. C'est quelqu'un de très drivé par le sens qui se pose beaucoup de questions, des questions vraiment très profondes. » Alors là, tu es peut-être en train de chercher qui a bien pu dire ça. J'ai une petite idée, mais bon. Alors, on va jouer, je peux te donner un indice. C'est une Avec personne plaisir. avec qui tu as un point commun physique et, allez, je rajoute une petite couche d'indice. School Kill Artist. Voilà, et ben j'avais en tête Marie Taquet. Exactement. J'avais en tête Marie Taquet, cette chère Marie avec qui du coup j'ai partagé l'aventure Iconoclaste. Et on peut lui rendre un petit hommage. C'est la fondatrice d'Iconoclaste, personne géniale qui a réussi à monter un business et à recruter des gens beaucoup plus âgés qu'elle alors qu'elle avait 25 ans, 24 ans même. Et avec qui effectivement on partage un tatouage, on partage pas mal de visions. Et là où je l'ai repéré, c'est que t'as cité exactement et elle aime bien utiliser des petits anglicismes, donc c'est. Non, bah merci, ça me touche. J'aimerais aller sur un autre terrain, entre guillemets. Toi qui es sportif, ça va te parler, ce mot terrain. On avait ce premier virage entre entrepreneur versus C-level, voilà un chemin qui se dessine. Il y a quelque chose où finalement on ne sait pas. On peut avoir cette idée que Mathieu vit à la capitale, alors que pas du tout. Il y a 2 ans, en fait, tu as opéré un retour aux sources dans la Drôme, si je dis pas de bêtises. Yes, ouais, exactement. Il y a tout pile 2 ans, quasiment jour pour jour, je suis revenu. Moi, je viens de Valence dans la Drôme et je suis revenu vivre dans la Drôme, juste à côté de Valence, et donc et j'en suis très heureux. À noter que c'était pas du tout une fuite de Paris. J'adore Paris. J'y ai passé 10 années incroyables. C'était plutôt une envie d'avoir plus d'espace, une envie perso aussi de devenir propriétaire. Je l'étais pas à Paris. Et une envie de se rapprocher des familles. Ma femme, je suis avec ma femme ici, et ma femme vient du sud de la France, donc on s'est rapproché des 2 familles. Et ouais, ça c'était un changement très très perso, drivé uniquement par des envies. Et j'adore revenir à Paris. C'est intéressant d'en parler parce qu'il y a une autre passion. Alors là, on va lever un voile un peu plus perso. Mais paraît-il que tu as une passion assez récente. Tu adores planter des arbres. Ah, mais alors ça, c'est incroyable. À qui as-tu parlé ? Alors, en réalité, c'est depuis récemment, comme j'ai une maison et qu'il y a du terrain, j'ai la possibilité de planter plein d'arbres. Donc, je me suis amusé. J'ai planté 27 gros arbres l'année dernière sur la période de la Sainte-Catherine, puisque à la Sainte-Catherine, qui est le 25 novembre, on dit que tout arbre prend racine. C'est le meilleur moment avant l'hiver pour planter. Mais la réalité, c'est que j'ai toujours adoré jardiner, mettre mes mains dans la terre. Je suis une bille totale pour tout ce qui est bricolage, trucs de maison, etc., planter des clous. Par contre, j'adore jardiner, planter des trucs. J'adore m'occuper du vivant. Et donc avant, à Paris, ici, sur mon balcon, j'avais un petit potager où j'ai toujours, tu sais, piqué des petits morceaux de cactus et fait des boutures. Donc moi, tous mes cactus, j'ai plein de cactus, j'adore les cactus, sont des boutures en fait, que j'ai piqué quelque part et que j'ai replanté. Donc ça, j'ai toujours aimé, mais tu vois, c'est un truc que je pouvais pas trop faire. Je pouvais pas avoir un terrain de jeu. Là, j'ai un terrain de jeu immense ici. Donc ouais, je plante plein d'arbres et je vais encore en planter cet automne. On arrive bientôt à la période parfaite. Et ce lien à la nature, tu le pousses aussi dans le sport, parce que le sport, t'en parles un petit peu, presque à demi-mot en fait, dans ton podcast. C'est normal parce que c'est tes invités d'abord, et là aujourd'hui on va parler de toi et de ce rapport au sport. Tu parlais du trail, je sais aussi que tu as pratiqué du hockey sur glace dans ton adolescence. Oh là là. Comment est-ce que finalement ce rapport au sport, il est... on pourrait dire presque vital chez toi, puisque c'est quelque chose qui t'a jamais quitté. En quoi ça t'aide dans l'incarnation de ta vision, dans ta vie d'entrepreneur ? D'abord, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai besoin de bouger. C'est vraiment le premier truc. Je pense que mes parents, au début, j'étais petit, c'est pas trop moi qui ai choisi, mais mes parents m'ont mis au sport parce que j'avais besoin de bouger. Et donc j'ai eu beaucoup de chance, ils ont vraiment voulu mon bien et ils m'ont dit non mais il bouge, il faut qu'il se dépense. Et donc
on va le mettre au sport. Et donc j'ai toujours fait j'ai eu de la chance, beaucoup de chance. J'ai fait beaucoup de ski, de snowboard. J'ai fait 13 ans de hockey sur glace. Donc des sports qui bougent, qui permettent de se dépenser, beaucoup de tennis, beaucoup de vélo. Et là dernièrement, en fait c'est à Paris que je me suis mis à la course à pied parce que c'était le plus simple. Moi j'habitais vers Montmartre et donc c'était parfait. Il y avait un peu dénivelé, je faisais pas mal de tours dans Montmartre. Et là je fais du trail parce que, pardon, c'est la possibilité de faire du sport et de le faire en pleine nature. Le rapport au sport, il est d'abord au niveau de ma santé, du coup, physique et mentale. Au début, c'était vraiment que pour bouger et me dépenser et bien dormir. Parce que moi, si je bouge pas dans une journée, je dors pas le soir, en fait. C'est mécanique. Donc, pour dormir, il faut que j'ai bougé, que je me sois dépensé. Et ensuite, pour la santé mentale, moi, la course me fait beaucoup de bien. Donc, je cours pas du tout avec des écouteurs ou des podcasts dans les oreilles. Je cours tous les jours. Pas beaucoup. En semaine, c'est une demi-heure, quoi. Demi-heure par jour. Je marche aussi, mais je cours un peu. Pas de trucs dans les oreilles. Et c'est là où, pour faire le lien avec l'entrepreneuriat, moi, c'est souvent mes journées, quand même, ça ressemble. Enfin, parfois, ça ressemble à rien, quoi. C'est un enchaînement de. Je produis un contenu, je vois un client, et en fait, j'ai pas de temps off. Et donc, c'est une respiration qui me permet de faire le calme et le tri dans mes idées. Et souvent, quand tu vois, mes meilleures idées, même comme je crée du contenu, de posts, de trucs comme ça, je les ai pendant la course. Si je mettais un podcast dans les oreilles, je serais complètement... je serais pas avec moi-même, j'irais pas chercher dans le fond de moi-même. En fait, la course à pied, mais je pense d'autres sports, le vélo aussi notamment, les sports un peu d'endurance te permettent d'aller chercher au fond de toi-même, d'aller accéder à des trucs... tu vois, demain, je pense qu'après 8 heures, je vais avoir eu le temps de me balader au fond de moi-même, tu vois. Et même en une demi-heure, dans une journée, ça te régénère. En tout cas, moi, ça me régénère. Et quand je rentre de la course, je vais tout de suite sur mon carnet. Je note les trucs avant que ça disparaisse parce que c'est souvent pendant la course que j'ai eu les bonnes idées. Donc voilà, c'est à la fois bon pour la santé physique, mais aussi créativité, santé mentale. Et le rapport aujourd'hui que j'entretiens avec le sport, alors d'abord, égoïstement, c'est un des seuls moments, enfin un des rares moments où je me sens vraiment bien. Même là, demain, je vais souffrir, mais je vais me sentir bien. Et ensuite, c'est d'un point de vue plus spirituel, c'est que je partage la vision de Phil Knight, du fondateur de Nike, qui, sa vision, lui, c'était pas forcément de vendre des chaussures à la base. Bon, il a vendu beaucoup de chaussures, mais c'était de se dire, mais en fait, il était coureur, lui. Il était athlète, il faisait de l'athlétisme, il faisait de la course. Pour lui, sa vision de base, c'était que le monde serait un meilleur endroit, tu vois, make the world a better place to live. C'est ça que disait Marie. Je partage sa vision. Lui, il avait cette vision-là et il disait, mais le monde serait un meilleur endroit où vivre si chacun enfilait des chaussures, des baskets et allait bouger ses fesses un peu chaque jour. Courir un peu, marcher un peu, peu importe. Et je partage vraiment cette vision. Je me sens tellement bien quand j'ai couru ne serait-ce que 20 minutes, une demi-heure, ou que j'ai marché un peu, que je suis persuadé que énormément de problèmes de santé mentale, de santé physique, parce que on est dans... Moi-même, je suis encore trop... comment on appelle ça, quand tu bouges pas, j'ai plus sédentaire, tu vois. La sédentarité tue plus que le tabac et l'alcool. Donc enfin, je suis persuadé que le monde serait une meilleure place. En plus, t'es de meilleure humeur avec tes clients, t'es plus créatif, et donc mon rapport avec le sport, il est là-dessus. Ça, c'est ce qui me donne envie de transmettre. Il y a la partie égoïste, performance, plaisir, et la partie où j'ai envie de le transmettre parce que c'est trop bien, en fait. Et les valeurs du sport sont pour moi importante aussi. Bon, j'arrête, mais on peut parler de valeurs du sport, mais c'est important aussi. Le côté transmission me permet à mon tour d'ouvrir plein de tiroirs. Tout à l'heure, tu disais, je peux ouvrir plein de tiroirs, là j'en ai plein qui me viennent. Je pense choisir le plus joli sur celui que tu es en train de vivre en ce moment. On est le 6 septembre aujourd'hui, où on tourne cet épisode. Et hier, je crois que c'est hier et non pas avant-hier, tu as publié un post où je me suis dit, il va casser LinkedIn. Tu as rédigé un post sur ta nouvelle vie de papa, un post qui est vraiment magnifique. Allez le lire si c'est pas encore fait, parce que t'es papa d'une petite Louisa. Moi, j'aimerais t'entendre là-dessus. Ouais, merci de faire référence à ce post et puis à ma petite Louisa qui a 2 mois. Je pense que je suis papa débutant déjà encore, donc j'ai pas je peux en parler, mais j'ai pas beaucoup d'expérience encore. J'ai du galon à prendre en tant que papa, et en plus c'était un bébé d'été, donc
Donc j'ai pu quand même bien en profiter cet été. J'ai pas encore, je pense, eu mon baptême du feu. On verra là quand on verra à Noël, tu vois, quand ça fera 4 mois que je bosse, enfin voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que, mais c'est ce que je dis dans le post parce qu'il est écrit avec le cœur. Honnêtement, c'est que ça remet un peu les choses en place. C'est-à-dire que avant, je pouvais parfois douter de est-ce que je suis après les bonnes quêtes, est-ce que je devrais en mettre plus sur le taf, machin. Toujours, moi j'aime bien la performance, hein, donc c'est un truc, c'est un, c'est pas contre les autres, mais plutôt contre moi-même. Voilà, toujours plus, toujours mieux, etc. Et là, pour le coup, c'est plus, enfin, il faut que je fasse autrement. C'est-à-dire que souvent, en tout cas, la solution à mes problèmes avant Louisa, c'était faisant plus. Et depuis toujours, tu vois. Quand j'étais même au lycée ou en prépa, bah t'as pas des assez bonnes notes, vas-y, bosse plus, tu vois. Quand j'étais en entreprise, tu pourrais être plus performant, bosse plus. Ça a toujours été. Moi, il y a une dimension physique. Ça, c'est peut-être ce qu'il y a dans le sport et que je remets dans l'entrepreneuriat, c'est que pour me sentir bien et pour être bon, j'ai besoin d'être physiquement au top. Et quand je suis physiquement au top, bah, j'ai une grosse capacité de travail. Et c'est super. Ça m'a souvent servi cette grosse capacité de travail. Sauf qu'en fait, personne n'a une capacité infinie et le temps, il n'est pas infini. Et donc là, ces dernières années, je me retrouvais souvent un peu comme un idiot à me dire mais non, mais en fait, ça m'a, enfin, jusqu'où quoi, ça marche pas le toujours plus, tu vas t'épuiser et donc il faudrait peut-être trouver des alternatives. Mais tu sais, j'avais plus de temps, j'avais pas d'enfant et là, elle vient de mettre des barrières, des frontières naturelles à ce toujours plus. Et donc elle me fait un cadeau. Pour le moment, je sais pas si je réussirai, je vais certainement foirer plein de choses, etc. Mais ce que je sais, c'est que par contre ça depuis toujours, je me suis dit si t'as des enfants, enfin je veux pas être ce gars qui dit ah non j'ai pas du tout passé assez de temps avec mes enfants, j'ai fait que bosser, tu vois, ou ce gars dont les enfants disent ah bah je voyais pas trop mon père, il bossait tout le temps. Je veux pas du tout de ça. Moi, si j'ai des enfants, pour moi c'est un projet de vie et donc, comme tout projet de vie, je vais y mettre du temps, de l'énergie, de l'attention. Et ça, comme c'est un réservoir limité qui doit se partager avec le taf, bah là, c'est sûr que c'est un des défis, mais qui m'excite parce que je sais que c'est un défi que j'ai depuis longtemps, de me mettre des barrières, quoi, de me mettre des frontières et d'essayer de troquer le toujours plus par le toujours mieux. Ce qui, pour moi, va être un super gros challenge parce que je suis pas quelqu'un de très efficace. Moi, j'ai toujours beaucoup bossé. Je suis pas un monstre d'efficacité. Et donc voilà, c'est un petit pivot là à moi, tu vois. Là, c'est le pas de côté que je dois faire, qui se verra pas de l'extérieur, mais apprendre à ça va très loin. Hein, ça veut dire apprendre à s'en foutre d'être un peu moins bon avec un client parce que j'aurais moins préparé, répondre moins rapidement aux gens. Et donc ça voilà, ça vient toucher aussi ma capacité à m'en foutre du regard des autres parce qu'en fait j'ai toujours pareil, ça vient toucher, j'ai toujours été un peu un people pleaser, tu vois, un peu peur de décevoir, peur du rejet. Moi, c'est ma peur principale, la peur du rejet. Et donc, bah, la peur du rejet, c'est pareil, je la compensais par toujours plus. Toujours plus de oui, toujours plus de ok, toujours plus de faire plaisir aux autres. Mais c'est sans fin. Et donc, bah là, voilà, le cadeau que Louisa me fait, c'est ben, affronte ta peur du rejet, mets des barrières et avance en faisant mieux, pas plus. Voilà, j'ai hâte. J'ai pas encore les réponses, mais j'ai hâte. Est-ce que tu dirais que très bel événement que tu vis avec l'arrivée de Louisa dans ta vie et je dirais dans votre vie avec Elsa, est-ce que ça t'emmène vraiment ailleurs en termes de vision? La vision, je l'avais déjà, mais ça me force à la mettre en application. J'avais déjà cette vision. Voilà, en partant de Paris, il y a 2 ans, le projet de faire construire une maison, on s'était mariés, on avait ce projet d'enfant. Donc j'avais déjà cette vision de me dire, ok, sérénité plutôt que gloire, essayer de juste bien vivre, mais sans bosser trop d'heures, en gagnant juste suffisamment d'argent, mais l'objectif c'est pas d'aller casser les chiffres, enfin voilà, c'est juste d'avoir assez, etc. C'est un peu cette vision-là qui peut paraître peu ambitieuse pour certains, mais en fait, moi, que je trouve très ambitieuse, parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est très, très dur de à la fois bien vivre et de trouver justement un équilibre. Donc, cette ambition, cette vision d'être un être plus équilibré et de pas céder aux sirènes du toujours plus, je l'avais déjà, sauf que là, maintenant, je suis forcé de la mettre en application. J'ai plus le choix. Et donc, c'est très, très bien. C'est très bien. Pour terminer, j'aimerais remercier les personnes qui m'ont aidé. On a parlé de Marie et aussi Elsa. C'est Elsa qui m'a donné des infos. Ces personnes qui ont jalonné ton
ton parcours. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là aujourd'hui pour terminer ce podcast? Ah, c'est dur. Merci à toutes les deux. Merci à toutes les deux. Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Que j'ai une chance incroyable d'avoir croisé leur route. Elsa, on chemine ensemble depuis bientôt 15 ans, donc c'est vraiment, je me sens extrêmement chanceux et voilà, je le souhaite à tout le monde de trouver sa moitié. Et Marie, j'ai également une chance incroyable de l'avoir croisée et d'avoir partagé des moments très très forts avec elle chez Iconoclast. Et on reste bien entendu amis et en contact. Non, merci à elle. Je pense que la vie est de toute manière faite de rencontres incroyables. Je le disais tout à l'heure, mais je parlais tout à l'heure de mes pivots, etc. À chaque fois, ce qui m'a fait pivoter dans les changements de boîte à start-up, etc. Et dans les changements dans les gros changements, c'est des rencontres. Et donc, moi, j'avais pas du tout prévu d'aller chez Icono. J'essayais de monter un truc un peu foireux quand j'avais quitté les grosses boîtes. Puis en fait, j'ai rencontré Marie et boum, elle, elle m'a fait dévier de trajectoire d'un coup là. Boum, je me suis pris Marie en pleine face et en fait, c'était parti pour 2 ans et demi de rodéo. Donc, très reconnaissant d'avoir croisé la route de Marie et merci à elle et allez la suivre, allez suivre Iconoclast. Mathieu, on arrive tout doucement à la fin de notre entretien. Je me suis régalé, j'étais ravi de pouvoir te donner la parole. Est-ce que tu as des choses à nous dire sur Bonne Réputation concernant finalement cette rentrée qui est en train de se mettre en place tout doucement? Est-ce que tu as des invités dont tu veux parler? Est-ce que tu fais secret défense? Oh non, je suis pas du tout secret défense. J'ai... sur la rentrée. Alors, Bonne Réputation, c'est un podcast sur le personal branding et ça, on parlait d'alignement tout à l'heure. Il traite de ce que je fais d'un point de vue professionnel parce que j'avais une nécessité, vu le temps que ça prend, de trouver une forme d'efficacité quand même entre le temps que me prend le podcast et quand même, comme ça prend beaucoup de temps, il faut que ça ait un petit lien avec mon business. Donc c'est pour ça que j'ai abandonné l'ancienne ligne éditoriale qui était exploration du futur du travail, que j'adorais et que j'adore toujours, mais qui, voilà, il faut savoir pivoter, et qui n'était pas la plus efficace par rapport à mon taf. Et donc, Bonne Réputation pour la rentrée. J'ai un épisode qui sort la semaine prochaine avec Maud Alaves. Pour tous ceux qui s'intéressent au personal branding, c'est une personne, on se connaît depuis 3 ans avec Maud. Elle était elle aussi sur un autre projet quand on s'est connus. Et ouais, même ça fait 4 ans. Et Maud, en 3 ans, elle est devenue l'une des expertes numéro 1 en France sur le personal branding. Elle est très très appliquée, très forte dans ce qu'elle fait. Et donc voilà, ça c'est l'épisode qui sort la semaine prochaine. Et j'aime bien parce que moi j'essaie on parlait tout à l'heure d'y aller à mon rythme, selon mes propres règles du jeu, de pas aller trop vite, mais plutôt d'essayer de durer plutôt que d'absolument aller trop vite, trop fort. À faire par exemple 12 posts par semaine sur LinkedIn, elle est un peu de cette même famille-là aussi. Ça fait 3-4 ans qu'elle fait 2 posts par semaine sur LinkedIn et jamais plus. Et elle a très très bien réussi, et sans passer des heures sur les réseaux sociaux et sans céder au toujours plus. Donc c'est ce que j'adore chez elle. Voilà. Et puis ensuite il y a un épisode avec Clotilde Dussoulier qui est coach, qui était déjà venue sur mon podcast, et là on s'est revu pour un podcast lié à son entreprise et comment elle gère son personal branding à elle de dirigeante, alors que même si elle est la figure de sa boîte, Change ma vie, une grande partie des prestations sont délivrées par des personnes de sa boîte. Donc comment elle gère ce transfert de confiance entre elle et les personnes de sa boîte. Et puis plein d'autres épisodes qui arrivent ensuite, mais je vais pas tout dévoiler. Déjà sur septembre, il y a un beau programme. Je te souhaite vraiment le meilleur et puis à de prochaines aventures. Merci beaucoup Jean-François. Ça m'a beaucoup touché la manière dont tu as préparé le podcast. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est une énorme surprise parce que sachez que aussi ceux qui nous écoutent, Jean-François avait tenu à ne pas du tout me partager de questions, etc. Donc totale surprise et totale bonne surprise. Merci pour ce temps long. Moi qui adore les relations qualitatives et les échanges qualitatifs et le temps long. C'est un beau cadeau que tu me fais. Merci à toi.
Merci à toi, Mathieu. Salut.